Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire fiducial. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui vous concerne tous et qui nous concerne tous, anticiper et préparer l'après-crise. Ce webinaire durera environ une petite heure. Vous aurez d'abord une première présentation par nos intervenants de différentes thématiques que je vous développerai un petit peu plus tard pendant 30 à 40 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez via notre outil Converser. Donc, pour cela, vous passez votre souris en haut ou en bas de votre écran. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Converser. Vous cliquez et vous pouvez poser votre question. N'hésitez pas à la poser tout au long du webinaire. Nous y répondrons avec le plus de soin possible, soit au cours du webinaire, soit surtout à la fin. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, nous pourrons faire profiter tout le monde des questions et des réponses de nos intervenants. Donc, sans plus attendre, je vous présente les deux personnes qui vont animer ce webinaire. Tout d'abord, Nicolas Nicolaides, directeur des professions juridiques et notariales chez Fiducial et ancien notaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Héloïse, bonjour à tous. Et Philippe Jaillet, qui est au département notaire de Fiducial Expertise et membre de la direction des relations extérieures chez Fiducial. Bonjour Philippe. Bonjour Héloïse, bonjour à tous. Je voulais remercier aussi tous nos internautes qui se sont connectés. Merci à vous de votre fidélité pour tous ces webinaires. Nous le dirons aussi tout au long de ce webinaire, vous pourrez retrouver tous nos webinaires destinés aux notaires et aux notaires créateurs particulièrement sur différents supports, sur notre chaîne YouTube Fiducial et sur notre site internet fiducial.fr. Les thèmes de ce webinaire, donc sur la thématique anticiper l'après-crise et préparer l'après-crise, nous allons aborder différentes thématiques. Le premier, nous allons faire un point sur toutes les mesures en matière de trésorerie et à caractère social, un petit résumé des différentes mesures qui ont pu être mises en place depuis un mois maintenant. Ensuite, nous nous adresserons particulièrement aux notaires qui attendent de créer leur étude, donc les étapes pour la création, et nous nous adresserons également aux notaires qui ont déjà créé depuis quelques mois ou quelques années pour anticiper la reprise d'activité. En troisième point, nous aborderons la question cruciale des collaborateurs et notamment la motivation et le suivi qui doit être mis en place dans cette période pour préparer au mieux la reprise d'activité et les mois qui arrivent. Quatrième point, les process à mettre en place. Quels sont les process que vous pouvez anticiper pendant ce temps de confinement pour mettre en place, pour préparer la reprise? Nous évoquerons notamment la mise en place d'un plan de continuité. Cinquième point, l'organisation à adopter au sein de votre étude, maintenant et après. Et enfin, dernier point mais non des moindres, la communication que vous pouvez faire à vos clients et à vos prospects sur votre reprise d'activité. Nous vous dirons ce que vous avez le droit de faire, ce que vous pouvez faire, ce qu'il est important de faire. Et comme ça, vous pourrez anticiper au mieux cette reprise sur mai, sur juin. Voilà, les textes ne sont pas encore complètement définitifs, mais en tout cas, on entrevoit une sortie de confinement. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Philippe pour démarrer notamment sur le point sur les mesures en matière de trésorerie et à caractère social. Merci Héloïse. Donc effectivement, ce que l'on vous propose, c'est de passer une dizaine de minutes sur toute cette série, toute cette batterie de mesures qui ont été mises en place depuis bientôt un mois. Alors c'est vrai qu'elles ont toutes un caractère comptable, elles font systématiquement référence à la trésorerie, qui est un petit peu le nerf de la guerre, pour franchir la vague, hein, franchir le cap. Donc ça fera partie du premier point que je souhaiterais aborder avec vous. Et le deuxième, indépendamment de la trésorerie, c'est toute cette panoplie de mesures que vous avez également en matière sociale, hein, car pour bon nombre d'entre vous, bon nombre de créateurs, vous avez des salariés, et ces salariés, effectivement, voilà, dans la mesure où l'activité
liquidité est moindre, voire quasi nulle pour certains, qu'est-ce que je fais avec mon clair au sein de mon étude? Alors, je vais aller assez vite. Pourquoi? Car, comme l'a dit Héloïse en préambule, toute cette partie-là a fait l'objet de 2 webinaires que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Fiducial. Donc, pour plus de détails, vous irez, on vous invite à les revoir, hein, à les regarder à nouveau pour ceux qui l'ont déjà fait. Là, ce que je vais faire, je vais surtout lister les points et vous irez revoir les webinaires pour avoir plus de détails. Alors, en matière de trésorerie, quelles ont été les mesures phares importantes qui ont été mises en place? Alors, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, car pour certains, vous les avez déjà utilisées, mais elles sont toujours d'actualité, hein. Je rappelle qu'on est quand même qu'à la mi-avril, on a quand même encore ce mois de mai à passer, même si le 11 mai est une date cible. Ce n'est pas au 11 mai matin que la trésorerie va à nouveau être d'équerre. Donc l'idée, c'est que toutes les mesures qui ont été mises en place sur mars, sur avril, on attend encore, parce que c'est vrai qu'on n'a encore pas la réponse aujourd'hui, on attend encore des dispositions, peut-être sur le mois d'avril également, sur le mois de mai, pardon, également. Alors, en matière de cotisation sociale, vous avez 2 types de cotisations sociales. Vous avez les vôtres en tant que travailleur indépendant et vous avez celles qui sont liées à vos salariés, hein. Donc, pour celles qui sont liées à vos salariés, vous avez des cotisations à payer tous les mois ou tous les trimestres. Donc, que ce soit au niveau de l'URSSAF ou au niveau de la CRPCEN, vous avez une possibilité de report qui vous est octroyée, hein. Donc, là, maintenant, on est au 15 avril, donc les cotisations du mois de mars que l'on paye en avril, vous aviez la possibilité de le faire. Si c'est réglé et que vous souhaitez un report, il n'est pas encore trop tard, vous avez possibilité de demander, certains l'ont fait et ils l'ont obtenu, voire même à ce qu'on ait un remboursement des cotisations, hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est que lors de vos prochaines échéances qui maintenant vont être au mois de mai, soyez attentifs, vous avez possibilité, on reviendra vers vous au niveau de la communication, mais un report est possible. CRPCEN, même chose, hein, vous aviez votre 4% qui était à payer au 10 avril, vous aviez possibilité de le reporter. Donc, vos salaires du mois de avril, quand vous les payez au mois de mai, soyez attentifs sur la communication de la CRPCEN, car peut-être qu'un report sera possible, sera éventuellement envisageable. Donc là, cela concerne les cotisations sociales pour vous, en tant que, dès lors, vous avez des salariés. Maintenant, pour vos cotisations personnelles, en tant que travailleur indépendant, au niveau du RSI, même combat, vous avez vu que les échéances qui étaient susceptibles d'être prélevées au mois de mars ne l'ont pas été. Et vous avez eu la possibilité de les lisser sur les 6 mois à compter de mai, pendant 6 mois à compter du mois de mai. Donc, c'est vrai que ça va nous prolonger jusqu'à décembre, hein. Ce que l'on ne paye pas maintenant, on va le reporter sur les mois à venir, mais c'est important quand même de ne pas impacter trop votre trésorerie aujourd'hui. Donc, tout ce que l'on peut reporter, il faut le faire. Donc, le RSI, c'est fait. La caisse de retraite, pareil. L'échéance du 16 mars, elle a été prélevée. En revanche, dès lors que vous voulez des demandes de paiement ou des délais de paiement pour les cotisations à venir, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Des délais de paiement vous seront accordés. Ça, c'était pour le volet social. En matière d'impôts, ceux qui sont à l'IS, pareil, vos impôts sur les sociétés, vous avez vos acomptes, voire même vos liquidations, vous avez possibilité de demander un report. Au niveau des prélèvements à la source, donc là, je ne suis pas en matière d'impôt sur les sociétés, je suis plus en matière d'impôt sur les revenus, hein. Je vous rappelle que tous les 22 du mois, vous avez la possibilité d'agir sur votre espace personnel d'impôt.gouv pour corriger et demander la suspension des prélèvements du mois suivant, hein. Si vous voulez agir aujourd'hui, par exemple, pour votre prélèvement du mois de mai, eh bien, vous avez jusqu'au 22 avril prochain, c'est bientôt, pour demander la suspension ou pour le corriger. D'accord? Donc ça, c'est important. En matière de CFE et de taxes frontières, beaucoup d'entre vous ont demandé des mensualisations. Là encore, possibilité vous est donnée de suspendre ces mensualisations et de tout reporter
en fin d'année, au moment où la taxe sera appelée, exemple au 15 octobre ou au 15 décembre. D'accord? Donc voilà pour tout ce qui était mesures de report de cotisations sociales et fiscales. Je voulais qu'on aborde aussi un deuxième point, une fois toute cette salve de report d'échéance. Cela concernait le fonds de solidarité, car on a eu bon nombre de questions de la part de créateurs. Donc ce fonds de solidarité, il a été mis en place avec l'ordonnance du 25 mars dernier. Donc de quoi s'agit-il? C'est un fonds qui a été créé au départ pour les entreprises qui avaient l'obligation de fermer. Vous ne faites pas partie de cette catégorie d'entreprises, mais ce fonds concerne aussi les entreprises qui ont un chiffre d'affaires en mars 2020. Les règles sont bien précises, hein, l'ordonnance est assez précise sur ce point-là. Cela touche aussi, donc je disais, les entreprises dont le chiffre d'affaires de mars 2020 est en baisse d'au moins 50% par rapport à celui de mars 2019. Hein. Donc, si vous voulez, vous avez un petit calcul à faire. Donc, ça, c'était premier cadre, hein, pour savoir si on est éligible, c'est ce que l'ordonnance du 25 mars annonçait. Et puis après, on a eu plus de précisions quelques jours plus tard avec le décret du 20 mars qui, lui, disait que, attention, il n'y a pas que aussi la baisse de chiffre d'affaires qui rentre en ligne de jeu, il y a aussi toute une série de conditions. Donc, il faut avoir démarrer son activité avant le 1er février, il faut avoir moins de 10 salariés, il faut avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million, donc là, en tant que créateur, on devrait être bon. Et au niveau du bénéfice, il faut que le bénéfice imposable au niveau du dernier exercice clos soit inférieur à 60 000. Donc, dès lors que l'on a coché, en guillemets, toutes ces conditions, on peut être éligible à ce fonds de solidarité. Alors, on a la problématique de ceux qui n'ont encore pas clos un exercice. Donc là, il y a un certain nombre de tours de passe-passe pour savoir, en fonction du nombre de mois d'activité, pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Là aussi, je vous invite à revoir les webinaires ou à nous poser des questions ultérieurement. Mais ça, ce fonds de solidarité, je dirais que bon nombre de créateurs va pouvoir en bénéficier. Donc la demande, elle se fait comment? Elle se fait sur simple déclaration sur le site de la DGFiP. Donc ça, c'est important, ayez-le en tête. Il y a beaucoup de buzz qui se fait médiatiquement sur ce fonds. Certains disent, voilà, j'y ai droit et je n'ai pas été versé. Oui, c'est sûr qu'il y a forcément des ratés, mais regardez un petit peu au niveau des conditions d'éligibilité. En tant que créateur, il y a de grandes chances pour que vous soyez en dessous des seuils. Le fait d'être éligible à ce fonds de solidarité, va avoir des conséquences, parce qu'après, vous avez une deuxième ordonnance qui dit que tout ce qui est facture d'eau, de gaz et d'électricité, vous avez possibilité de demander aussi un report. Donc ça vous ouvre la porte aussi à d'autres effets de levier. Ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Le troisième, il faisait plus référence aux mesures bancaires. Donc là-dessus, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'en tant que créateur, pour bon nombre d'entre vous, vous avez sans doute eu votre pré-fonds de roulement et pour bon nombre d'entre vous, vous ne l'avez pas utilisé à 100%. Donc, je dirais que vous avez sans doute encore un peu de trésorerie sous le pied, mais il n'empêche que cela peut très bien ne pas suffire, car bon nombre de créateurs ont demandé un fonds de roulement, enfin une enveloppe correspondant à leurs vrais besoins, sans forcément avoir trop de marge de manœuvre. Donc là, l'idée, c'est alors vous avez toute une série, vous avez le fameux PGE, le prêt de trésorerie garanti par l'État, qui est là. En tant que créateur, vous pouvez aussi y être éligible. Mais je dirais que le réflexe premier est quand même d'aller frapper à la porte de votre interlocuteur habituel, donc soit la Caisse des dépôts, Banque des territoires, soit Interfimo, soit le Crédit Agricole. Chacun a mis en œuvre, je dirais, un certain nombre de mesures pour franchir le cap. Donc certains ont demandé, on vous donne la possibilité de reporter toutes vos échéances de prêt. Alors dès lors que vous êtes en prêt trésorerie, vous ne l'avez pas encore consolidé. Certains sont encore en train de payer que des intérêts et pas du capital. Donc là, difficile de décaler les échéances. La Banque des territoires ne s'inscrit pas dans cette démarche-là.
En revanche, pour ceux qui commencent déjà à rembourser du capital, eh bien, vous avez possibilité de reporter sans frais vos échéances. Hein. Du 12 mars au 15 septembre, par exemple, la Banque des Territoires vous propose un report des échéances. L'autre possibilité, c'est effectivement d'avoir un prêt de trésorerie complémentaire ou un découvert. Donc là, on y reviendra tout à l'heure avec Nicolas sur l'importance des mois à venir, car je dirais que là, le mois qui vient de s'écouler, tout le monde a plus ou moins pu payer ses charges, mais c'est plus, je dirais, comment je vais avoir une trésorerie cohérente sur mes premiers mois de reprise d'activité. C'est plutôt là où va falloir aussi être attentif. Sur l'aspect trésorerie, je viendrai juste compléter un mot avec Philippe. C'est cette vigilance que vous devez avoir pour ne jamais, jamais, jamais être tenté, même ne serait-ce que l'espace de quelques heures ou d'une journée, d'utiliser les fonds clients pour Oui. combler un trou de trésorerie. Vous le savez, hein, vous le savez pertinemment, mais nous aimons bien avec Philippe le rappeler, de manière à ce que ça soit vraiment une ligne jaune à ne jamais franchir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il vaut mieux aller discuter avec votre banquier, la caisse des dépôts, en parler s'il le faut à la chambre, etc. Mais surtout, jamais, jamais, ne serait-ce que pour 1 euro, aller toucher les fonds clients. Ça, c'est fondamental et essentiel. Absolument, absolument. Alors, dernier volet, avant de s'embarquer sur la deuxième partie de ce webinaire, c'est sur le volet social. Donc, je vais être assez court car je dirais que c'est le sujet premier, le sujet récurrent, c'est la mise en activité partielle de vos salariés. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des mesures en préambule qui peuvent être mises en place. Hein. C'est l'arrêt maladie pour garde d'enfants, c'est la prise de congés payés. Hein. Donc tout ceci, je vous invite à reprendre les différents webinaires. Vous avez des possibilités qui vous sont données, donc utilisez-les. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention au niveau de l'activité partielle, c'est que dans les premiers jours qui ont suivi la mi-mars, on a eu quelques dossiers qui ont fait l'objet d'un refus. Pourquoi? Parce que le motif premier qui avait été mis en avant, c'est le Covid-19. Et non, ça ne suffit pas. Hein. Donc, je dirais qu'il n'y a pas que la crise épidémique qui constitue un motif, il y a aussi et surtout l'absence de mise en œuvre au sein de l'étude des mesures barrières pour assurer, garantir la santé et la sécurité de vos salariés. Donc là, on est maintenant un mois plus tard, donc je dirais que c'est un peu plus facile pour vous à arriver à… Donc certes, il y a les mesures barrières, mais il y a aussi maintenant voilà, le manque de dossiers, l'activité qui est sans doute plus ou moins nulle, tout ce qui devait être fait a sans doute été fait, et là on est dans la phase où bon voilà, je suis vraiment en activité zéro, donc là on va pouvoir argumenter sur ce plan-là. Hein. Mais si vous voulez, attention, en plus un créateur, bon nombre d'entre vous, vous êtes soit seul, donc là pour le coup ça ne se pose pas, mais surtout si vous avez un collaborateur, je dirais que dans les premiers jours qui ont suivi la mi-mars, vous aviez possibilité au sein d'une étude avec un seul collaborateur de garantir, ou pas, mais il fallait faire en sorte d'arriver à démontrer que vous ne pouviez pas justement garantir les mesures barrières. Hein. Or, quand on est seul dans un bureau, dans un plateau de 80 mètres carrés, je pense que les mesures barrières, dans un certain nombre de cas, pouvaient être appliquées. Et donc, la directe, c'est pas privé de retoquer certains dossiers parce qu'il considérait que l'employeur n'avait pas tout mis en œuvre pour continuer un tant soit peu l'activité de l'étude. Donc soyons vigilants là-dessus, ce n'est pas du systématique. Donc là, je vous invite effectivement à reprendre ce qui avait été dit au niveau des différents webinaires, et surtout, on avait une bonne partie des questions-réponses qui étaient très très intéressantes, et en écoutant les questions-réponses, ça vous permet aussi de monter en puissance sur cette problématique d'activité partielle et de mise en œuvre au sein de vos études. Voilà pour cette première partie. J'ai été un peu vite, mais l'idée, c'était surtout de vous donner des points pense-bêtes, et après, vous creusez sur les différentes vidéos que vous pouvez retrouver. Nous allons passer maintenant à la partie création, parce que dans nos auditeurs se trouvent des notaires qui sont en cours d'installation, donc qui ont peut-être été un petit peu
stopper dans leur élan, mais on voulait s'attarder quand même sur les étapes essentielles de la création. Ouais, on voulait revenir parce qu'en fait, c'est vrai, comme le dit Héloïse, on a des créateurs qui sont déjà installés depuis bientôt 1 an, 2 ans, 3 ans, d'autres qui sont en attente d'être nommés et d'autres qui ont été nommés mais qui ont pas ouvert. Enfin voilà, on a un petit peu de tout. Donc, on voulait juste avec Nicolas et Héloïse vous rappeler, je dirais, les étapes essentielles de la création, mais vous les connaissez, mais ça nous permettra un petit peu, s'il y a des questions, de rebondir. Donc, on part de l'eurodatage, de la renonciation ou pas avant le fameux tirage au sort. Donc, ça, vous êtes tous passés par là. La nomination et la prestation de serment, donc là, c'est l'étape, je dirais, qui arrive derrière. Donc, certains ne l'ont encore pas subi avec des gros guillemets. Et puis là, je dirais, après, vous avez toute une série, pas une to-do list, mais presque, de choses qui vont être à faire entre le moment où je suis nommé et le moment où j'ai prêté serment et le moment où je vais ouvrir mon étude au public. Et là, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. Et le premier point que l'on a voulu mettre en amont avec Nicolas, c'est la rédaction d'une stratégie. En tant que chef d'entreprise, vous devez effectivement en avoir une. Il faut que vous vous penchiez sur la stratégie de votre étude. Donc là, on l'a mis là après la nomination, mais attention, l'idée, c'est d'avoir peut-être une stratégie bien… Au moment même, je dirais, où on redacte, on doit commencer à avoir les balbutiements d'une stratégie en tête. Donc ça, c'est Oui, important. oui, à titre de plaisanterie entre nous, on dit souvent, parce que c'est un sujet qu'on rabâche un petit peu, c'est il faut avoir une stratégie, il faut avoir une stratégie écrite. Si cette stratégie n'est pas écrite, en fait, elle reste dans l'espace, dans l'air, et elle ne peut pas être matérialisée de manière efficace et performante. Juste avant d'évoquer la stratégie, je voulais rappeler un mot. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux et sur Internet la possibilité d'avoir des prestations de serment virtuelles, c'est-à-dire hors présentiel. Je ne sais pas si ça a eu lieu ou s'il y en a eu qui ont été mises en place. En tout cas, il semble que la chancellerie avait évoqué à un moment donné cette possibilité-là. Je reviens sur la stratégie, oui, qui est essentielle et il faut profiter au contraire de ces moments qui sont très, très spéciaux actuellement depuis un mois, là et encore pour un mois, pour justement prendre sa plume, prendre son ordinateur et formaliser de manière stricte cette stratégie qui, comme on le rappelle avec Philippe, va évoluer tout au long de la vie de votre entreprise et qui, au fil des mois et des années qui vont passer, va continuer à évoluer, va changer, parce que vous allez devoir l'adapter, parce que la situation économique, financière, politique, stratégique du pays va changer également. Regardez la période que nous vivons. Qui pouvait imaginer il y a 6 mois que nous serions au mois d'avril et de mai 2020 dans une telle situation? À part Bill Gates qui l'avait évoqué, peu de personnes étaient dans cet état d'esprit. Eh bien, votre rôle de chef d'entreprise, on va le voir tout à l'heure, notamment avec le plan de continuité, va être d'avoir une stratégie qui soit capable de répondre à toute situation pouvant éventuellement survenir et savoir précisément où vous souhaitez aller, où vous souhaitez emmener votre entreprise. Philippe? Dans la to-do list, effectivement, euh, on a peut-être le sentiment d'enfoncer là encore des portes ouvertes, mais effectivement, on a le choix des locaux et le business plan. Donc, c'est vrai que sans local et sans business plan, qui vont de pair et qui sont aussi liés avec la stratégie. Tout ceci est Absolument. lié, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez très bien choisir vos locaux avant de faire votre business plan ou commencer à faire votre business plan avant d'avoir choisi vos locaux. Donc, tout ceci doit se faire un petit peu comme vous le sentez. C'est un petit peu ça. Mais toujours est-il que sans locaux et sans business plan, difficile d'avancer et d'avoir une visibilité sur votre future étude. Vous aurez aussi à plancher sur le choix en matière d'informatique, de copieur, de réseau. Donc là-dessus, Nicolas pourra y revenir. Un petit sujet, enfin un gros sujet qui est souvent laissé de côté à tort, c'est la conception d'un site Internet. L'idée, c'est que tant qu'à faire, autant que vous ayez votre site Internet qui soit en place au moment où vous allez ouvrir votre étude. Et pour rejoindre ce que disait Nicolas, aujourd'hui, là, en l'état actuel et dans la période actuelle, on a un petit peu de temps quand même. Donc, c'est le moment de faire en sorte de se mettre d'équerre sur ce point-là.
Sur la digitalisation, comme le dit très bien Philippe, il faut se pencher de manière ferme et de manière très attentive et profiter de cette période justement pour s'imprégner de manière très forte des nouvelles manières dont on va travailler au sein de la profession. Et je pense là tout particulièrement à la comparution à distance, que ça soit pour un acte sous seing privé, que ça soit pour un acte authentique, la visio, la comparution à distance, ça doit être des solutions techniques digitales qui n'ont aucun secret pour vous. C'est-à-dire que vous qui arrivez sur l'activité notariale, vierge, entre guillemets, de tous a priori ou de toute idée reçue, imprégnez-vous absolument de cet acte authentique électronique et des nouvelles modalités de sa mise en œuvre possible. On a dit, et les textes l'ont dit très clairement, que la comparution à distance était faite pour une période limitée dans le temps, qui est clairement identifiée, mais on sait très bien qu'à partir du moment où on a touché à ce domaine d'activité avec cette dématérialisation, euh, rien que pour l'acte sous seing privé déjà, on y reviendra dessus parce que la demande sera très forte de la part des clients eux-mêmes. Vous savez, en 2008, quand l'acte authentique électronique a pris naissance, et quand on faisait les premiers tests, hein, moi j'étais testeur pour la profession, pour le quart sud-est, eh bien, les interlocuteurs qui nous disaient mais c'est formidable, il faut aller dans ce domaine-là, il faut poursuivre dans ce domaine, c'était les clients. Les clients qui, eux, étaient extrêmement demandeurs de ce type d'évolution. Donc, n'ayez aucun a priori, n'ayez aucune crainte, foncez, si je peux m'exprimer ainsi, sur ces aspects de digitalisation extrêmement modernes, extrêmement novateurs. Profitez de cette période pour avancer dans ces domaines. Je me Alors, permets juste de oui, rebondir parce que c'est une question qui est très oui. précise sur la création. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État va figer les prochaines nominations compte tenu du contexte particulier que nous vivons? Non, c'est pas du tout l'esprit, car ils ont réactualisé Oui. sur OPM, ils ont remis à jour le tableau, je crois que c'était hier, oui, le 15, et on est toujours sur des nominations en cours ou au mois d'avril. Donc ils ont remis leur tableau à jour. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, sur le site OPM, comme ça vous aurez aussi les dates à jour. Mais a priori, non, ce n'est pas le cas. Oui, la question est importante parce que c'est vrai que les nominations avaient un petit peu ralenti au journal officiel avec le début de la crise, à l'occasion du début de la crise. Mais comme le dit Philippe, le tableau a été réactualisé. Alors après, un internaute nous dit à juste titre, le tableau est mis à jour régulièrement, mais à chaque fois en rajoutant un mois de plus, Oui, chaque c'est mois. vrai. L'internaute a raison. C'est vrai qu'ils mettent à jour leur tableau et ils ne suivent pas ce qu'ils disent. Faut être Oui, clair. c'est ça. Enfin non, aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de raison. euh, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent tout. Alors oui, effectivement, ils vont peut-être pas balancer leur nomination demain, parce que ça n'a pas grand intérêt de faire prêter serment quelqu'un au 15 mai prochain. Mais si vous voulez, l'idée aussi, enfin, c'est un petit peu le leitmotiv, on voit bien avec les différents discours, c'est qu'à un moment donné, il y a le côté sanitaire, certes, mais l'objectif aussi, et l'objectif numéro 2 qui arrive tout de suite derrière, c'est que l'économie reparte. Donc, à un moment donné aussi, il faut bel et bien qu'on y retourne. Mhm. On a vu les étapes, Philippe? J'en étais sur. Donc, effectivement, après, vous allez avoir la déclaration, cette fameuse déclaration d'activité, parce que c'est vrai qu'on nous dit quand est-ce que je suis prêt, j'appuie sur le bouton à quelle date. Donc là-dessus, il faut que cette date soit. Certains veulent se déclarer alors qu'ils savent qu'ils vont ouvrir dans 2-3 mois. L'idée, c'est quoi? C'est de déclarer son activité et que dans le mois qui suive, c'est un petit peu l'esprit comme ça que c'est mentionné sur le site de l'URSSAF CFE, dans le mois qui suit, vous êtes censé ouvrir. Donc,
vous avez une date d'ouverture qui est prévue au 1er juillet, eh bien, ça ne sert à rien de vous inscrire aujourd'hui. Autant vous avez, si on respecte les textes, vous pouvez le faire à compter du 1er juin. Si par contre vous avez besoin d'un numéro d'identification en amont, eh ben oui, effectivement, pour le coup, vous déclarez un petit peu plus tôt. Hein. Mais si vous voulez, il faut en fait se coller à la réalité. Hein. L'ouverture des comptes bancaires, donc là-dessus, n'oubliez pas, hein, on a eu des études qui étaient prêtes et qui avaient tardé au niveau de ces formalités et qui se sont trouvées un petit peu par le bec dans l'eau, mais ça a été un petit peu compliqué. Pareil pour l'habilitation réelle, hein, c'est toujours un petit peu long, donc anticipez tout. Et puis après, effectivement, dès lors que vous aurez ouvert, on a la problématique avec des guillemets, car c'est une belle aventure, l'embauche de personnel et les questions que vous pouvez avoir en matière d'évolution de structure. Donc, on vous a listé tout ceci, car tout ceci encore a fait l'objet de webinaires de notre part. Donc, allez-y, n'hésitez pas à aller repiocher, je dirais, un petit peu dans les mois passés, car tout y est, je dirais. Alors, je vais juste conclure par 2 questions parce que c'est vrai que nous allons passer après à la partie notamment reprise d'activité. Une première qui est, est-ce que le délai de 6 mois pour s'installer est décalé en raison de la situation sanitaire? Alors, on en a déjà parlé dans de nombreux webinaires. Ce délai, en fait, n'a pas de valeur coercitive. Hein. Oui, il n'y a pas de texte. Il n'y a Ce pas de délai, texte. moi, la chancellerie communique en disant qu'on est censé ouvrir au plus vite, dès que possible. Hein. Ce sont la formulation prise, qui est mentionnée dans la foire aux questions de la chancellerie, reprise par le CSN, mais il n'y a pas de texte. Hein. Le 6 mois, d'où il sort, si vous voulez, c'était à l'époque où on avait des créations concours, où dès lors que le candidat s'était vu attribuer une création suite au concours, il avait 6 mois pour déposer un dossier au parquet dans la ville qu'il avait choisie. Mais ce texte-là de 6 mois, c'était même pas pour s'installer, c'était pour déposer le dossier à la chancellerie. Donc là, effectivement, on avait un texte qui disait ça. Et ce texte a été supprimé. Donc là, maintenant, on a tout. Vous êtes censé ouvrir au plus vite. Au Ok. bout Et de donc, 6 dernière question mois, sur au bout cette d'un partie-là. an, pardon? Non, allez-y, Philippe. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, il se peut que le président de chambre vous convoque en vous disant ben voilà, vous avez été nommé à la résidence vous n'avez pas ouvert, expliquez-moi pourquoi, où est-ce que vous en êtes, est-ce que c'est pour bientôt, hein. Et après, vous allez argumenter en disant ben voilà, j'ai des problèmes pour trouver un local, je suis en phase, je dois construire mon étude. Voilà. Mais si vous voulez, les seuls éléments que l'on a eu en notre connaissance, c'est qu'effectivement, on a des instances locales qui peuvent éventuellement non pas presser, mais qui s'interrogent sur la non-ouverture de telle ou telle étude. Mais attention, hein, ce n'est pas au bout de 6 mois et un jour. Hein. Ok. Et donc, dernière question avant que nous enchaînions pour que nous puissions voir tous nos points. J'ai prêté serment par écrit auprès du TGI conformément à l'ordonnance du 25 mars. Le parquet m'a accusé réception. Pensez-vous que cette prestation puisse être remise en cause? Ben, si vous avez prêté serment… Mais oui, pourquoi conforme. voulez-vous qu'elle soit remise en cause, cette prestation de serment? Elle est conforme à l'ordonnance. Vous avez respecté la forme. Ils l'ont reçue. Non, je vois pas en quoi elle peut être remise en cause. Philippe? Ok. Oui, je suis dans le même… Enfin, on n'a peut-être pas toutes les infos, mais effectivement, je ne vois pas… On poursuit. Alors, on a fait À la partie suivante. deuxième partie. Alors, effectivement, Nicolas l'a dit tout à l'heure, hein, on est dans une phase on ne peut plus compliquée. Hein, en matière comptable, en matière financière, il faut franchir le cap, mais il y a aussi, il y a pas que ça, hein, il y a toute la partie organisation de votre étude. Il va falloir commencer à anticiper un petit peu cette reprise d'activité. Hein. Et donc, l'idée sur cette deuxième partie, c'est de vous donner un petit peu les étapes essentielles pour vous permettre de repartir. Et je dirais, certains même ont osé le mot en disant, voilà, je crée une deuxième fois. C'est pas faux, hein. Je dirais qu'en fonction de votre cas, c'est quasiment une deuxième création. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup d'avance parce que vous êtes installé pour bon nombre d'entre vous, mais au niveau de l'activité, tout est figé. C'est un second Et en départ, oui. fait, on repart sur une création numéro 2, sur la saison 2, je dirais. Hein. Alors Nicolas, en matière Oui. de
de plan d'action pour cette reprise, hein, parce que je dirais que ce n'est pas le 11 mai matin qu'il va falloir, si la Non. date est tenue, qu'il va falloir un petit peu s'agiter. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à ce bout du tunnel, à cette reprise. Qu'en est-il? Alors, vous le disiez, Philippe, hein, il faut comme toujours anticiper, mais cette notion d'anticipation, si vous voulez, elle n'est pas nouvelle et elle est liée à tout chef d'entreprise. L'un des leitmotifs de tout patron, c'est vraiment d'anticiper, c'est de ne pas subir. Et le danger, lorsqu'on est dans notre activité notariale, c'est de se laisser embarquer simplement par les formalités ou les dossiers que l'on doit réaliser et ne pas arriver à redresser un petit peu le regard pour l'amener un peu plus loin, le porter un peu plus loin et aller voir comment va être le mois, le trimestre, le semestre et l'année qui arrive. Eh bien, cette période très particulière, elle doit nous amener à ça. Elle doit nous permettre de mettre en place un plan d'action, on l'a dit, clair et structuré pour savoir comment je vais avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais essayer d'identifier dans tous les dossiers que j'ai à l'étude ceux qui vont devoir être repris immédiatement et qui vont devoir être traités immédiatement. Il va falloir hiérarchiser, prioriser, regarder et aller vers les clients. J'ai des clients qui ont besoin d'être rassurés. J'ai des clients qui ont besoin de se sentir épaulés, de savoir que le notaire qu'ils ont choisi, il est à leur côté et il est près d'eux pour être en mesure de régulariser leur acte si on ne le fait pas pendant la période de confinement, en tout cas immédiatement derrière la période de reprise. Donc, un plan d'action, là encore, écrit, une liste. Une liste, nous, on aime bien avoir ces petits documents avec Philippe sur lesquels on challenge un peu ce que l'on a à faire, une to-do list, j'allais dire, de savoir quels sont les dossiers prioritaires, quels sont les dossiers sur lesquels j'ai peu de documents à obtenir ou de documents à renouveler, et quels sont ceux que je vais lancer en premier. Si vous voulez, la question à se poser, c'est est-ce que je vais signer ma cession de morceaux de terrain à 50 € immédiatement dès que le déconfinement aura eu lieu, ou est-ce que je vais me préoccuper des clients qui ont un besoin spécifique et particulier pour avancer dans cette période post-confinement? Eh bien, c'est à ces questions que vous devez répondre et vous devez identifier les actions que vous devez lancer immédiatement pour que vous soyez en mesure d'apporter une réponse et d'avoir une reprise qui soit continue et cohérente dès qu'elle sera possible. Alors, ça passe par un outil. Ça passe par un outil qu'on a appelé tableau de pilotage. Quels sont ceux qu'on doit sortir immédiatement, à quelle échéance? Quelles sont nos priorités? Et comment mettre en place un tableau de suivi quotidien de nos tâches pour vous et pour vos collaborateurs. Et oui, parce que dans cette période très particulière, il faut que vous sachiez créer une dynamique très forte avec votre équipe. Que votre équipe soit composée d'une personne ou de 4-5, peu importe, il y a une dynamique à mettre en œuvre, il y a une omniprésence de votre part auprès de vos collaborateurs. On va voir un petit peu comment détailler ce concept autour des collaborateurs et comment mettre en place une stratégie à leur côté. Alors, les étapes essentielles pour la reprise passent également par la communication. Oui, communiquez vers vos clients, communiquez vers vos partenaires, communiquez vers vos collaborateurs. C'est essentiel. Montrez que vous êtes là, que vous êtes présent. Toujours, bien évidemment, dans le respect de la déontologie. On va le voir également un peu plus tard. Souvenez-vous que vous avez, pour ce qui est communication, et on répond par là même à une des questions qui a été évoquée, que j'ai vue tout à l'heure, c'est le règlement intercours qui m'indique de quelle manière j'ai le droit de communiquer autour de ma profession. Mais il est essentiel dans cette période
de bien communiquer sur les délais que l'on va pouvoir mettre en œuvre, sur la manière dont on va suivre le dossier, sur le délai que vous imaginez pour la régularisation. Allez vers les clients. Et n'oubliez pas également qu'un certain nombre de délais ont été abordés par l'ordonnance du 25 mars et qui viennent de faire l'objet d'une nouvelle ordonnance. Aujourd'hui, hein. Hier en fait. Hier. Elle est du 15 avril, l'ordonnance. Hein. Oui. Pour nos internautes, je donne le numéro qui est la 2020-427 et qui parle notamment et qui exclut notamment, alors que ce n'était pas du tout ce qui était imaginé au départ, les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation de la période de confinement et du report des délais. Donc, là encore, sur cette actualité juridique, suivez cela pas à pas, de manière à être en mesure d'apporter les réponses les plus fiables et les plus certaines en fonction de ce que vous connaissez, en fonction des commentaires. Il y a des webinaires qui sont prévus cet après-midi, notamment par Moustapha Meki, le patron de l'INFN. Regardez-les pour voir un petit peu comment, juridiquement, tout cela va être mis en œuvre. Par exemple, nous, de notre côté, on est en train de retravailler depuis ce matin sur l'ensemble des clauses qu'on avait imaginées pour vous permettre de régulariser vos actes en toute sécurité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien n'est laissé au hasard pour cette reprise. Vous devez avoir, en votre qualité de chef d'entreprise, un regard pertinent sur tous les aspects de votre activité. Et ces aspects passent également par le suivi comptable. Et là, on a évoqué cette question déjà avec Philippe à de multiples reprises. Un outil de suivi de la trésorerie pendant la crise et la mise en place d'un plan de trésorerie à 6 mois. Philippe, un mot sur cette question de trésorerie? Ouais, je dirais que, effectivement, Nicolas l'a dit, hein, c'est vrai que le chantier est immense et est important au niveau de l'activité, au niveau de vos dossiers, tous les dossiers ont été laissés en guillemets en plan, il manque des pièces partout, donc là, je dirais qu'il y a un puzzle qui est à reconstituer, et ce qui fait que vous aurez bien d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la trésorerie est on ne peut plus importante, hein, c'est pas avec notre tableau de bord que l'on délit tous les jours que c'est pas ce tableau de bord qui va nous faire mentir, mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez d'autres chats à fouetter que de vous préoccuper de la trésorerie. Donc, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, elle l'est on ne peut plus importante, mais ce que je veux dire, c'est que comme elle l'est justement, il faut que vous ayez les idées claires et que vous ne soyez pas toujours en quête d'informations sur cette trésorerie parce que du coup, ça va, en guillemets, vous perturber. Donc, il faut que vous ayez les outils qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Donc déjà, le tableau de bord que l'on a tous les jours est un indicateur génial. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se replonge au 15 mars, tout le monde avait un tableau de bord entre les mains. Il suffisait, comme beaucoup l'ont fait, de passer sur ce tableau de bord un abonnement de charge correspondant à tout ce que je devais payer dans le mois qui suivait, hein, même si des choses que je n'avais pas reçues, mais j'en avais connaissance que ça allait arriver et que ça allait tomber, et je me retrouvais par le jeu des abonnements à avoir un tableau de bord et avec une trésorerie théorique sur lequel je pouvais m'appuyer. Donc, si vous voulez, ce tableau de bord va vraiment être on ne peut plus important à condition de le faire vivre et d'y mettre dedans tous les éléments comptables dont vous avez connaissance. Donc ça, je dirais que c'est pour avoir un suivi de trésorerie pendant la crise. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, et c'est ce sur quoi nous allons plancher, c'est d'avoir un plan de trésorerie, non pas au 15 mai, au moment où, je dirais, je vais recommencer à avoir un petit peu de vie au sein de mon étude, mais c'est un plan de trésorerie sur les 6 mois à venir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, en guillemets, colmaté les brèches en décalant certaines échéances, ou éventuellement, vous aviez un petit peu de trésorerie liée à votre pré-fonds de roulement, donc vous avez tapé dedans, mais peut-être que la difficulté ne va pas, c'est pas maintenant. Je dirais, c'est quand au mois de juin, juillet, août, où vos salariés, par exemple, pour ceux qui en ont, ne seront plus en chômage partiel, vous n'aurez plus de report de cotisation patronale, vous n'aurez plus de report de cotisation sociale,
Et donc là, vos charges seront là et les actes, la taxe ne sera pas forcément encore là. Donc là, besoin de trésorerie, numéro 2, je dirais, et c'est celle-ci qu'il va falloir surveiller. Alors, je dirais qu'il y a deux besoins. Il y a le besoin aujourd'hui, je n'ai pas de produit et j'ai des charges à payer. Et puis, il y a le deuxième besoin dans 3, 4, 5 mois où je vais avoir des charges et des produits qui vont eux aussi tarder à venir. Donc là, il y a une Voilà. deuxième Et c'est à là-dessus que vous devez anticiper, encore une fois, ça fait partie Absolument. de la stratégie, et regarder un petit peu eh bien, comment va être reconstituée cette trésorerie à 6 mois. Il faut se faire un plan à 6 mois. Donc du coup, la difficulté, c'est que les charges, on les connaît, les produits un petit peu aussi, mais de manière pas systématique. Ça va être, je dirais, le dossier qui est censé sortir au 15 juillet, hein, je prends un exemple, eh bien, il va falloir faire l'effort de faire une prétaxe, de valoriser les produits qui y sont liés pour que je puisse l'intégrer dans ce fameux plan. Et ça, dans Non, le notariat, c'est du jamais vu, c'est une première. non. Mais vous savez, c'est très simple, hein. Dans toute entreprise, on connaît ça très bien. C'est ce qu'on appelle un budget et c'est ce qu'on appelle des révisions budgétaires. C'est-à-dire Absolument. qu'on regarde de quelle manière va être constitué notre budget et donc notre chiffre d'affaires tout au long de l'année. Et s'il y a des événements qui surviennent en cours d'année, on adapte encore une fois notre stratégie financière en fonction de ces événements. Et Et donc, je vais l'avantage que juste vous avez, je me permets, l'avantage que vous avez en tant que créateur, c'est que vous connaissez votre étude par cœur et vous connaissez tous vos dossiers. Bien sûr. Une étude avec donc, je 4-5 associés, 30-40 collaborateurs, c'est compliqué de centraliser tout ceci, même si ça se fait, hein. Mais vous, l'avantage, c'est qu'en étant en guillemets seul à bord, vous maîtrisez tout, vous connaissez tout au sein de votre étude, vous connaissez tous vos dossiers, donc après, il suffit de les mettre en musique sur un tableau. On va juste reboucler avec une question sur cette partie suivi comptable et business plan. Plusieurs internautes nous demandent, là, pour les créateurs deuxième vague, est-ce que nous devons revoir le business plan compte tenu de la situation? Business plan que nous avions dû faire avant la crise. Oui. Alors, si effectivement, si on a fait un business plan au mois de février-mars et qu'on pensait, j'allais dire oui et non, hein, tout dépend. On a décalé la création. Enfin, je pense que l'internaute est dans ce schéma-là. Si l'étude a déjà ouvert, oui, le business plan qui imaginait de faire, j'ai n'importe quoi, 60 000 euros de produits la première année, avec ce trou d'air, si on peut appeler ça comme ça, de 2 mois, voire plus, il ne réalisera sans doute pas ces 60 000 euros. Donc, il va être à réactualiser dans le cadre de son suivi en tant que chef d'entreprise, hein. À un moment donné, il va falloir qu'il ait un prévisionnel et qu'il compare avec la réalité. Donc ça, c'est pour ceux qui ont ouvert et qui veulent réajuster leur prévisionnel parce que la première année ne va pas correspondre à ce qu'ils s'attendaient. Après, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert, celui qui va démarrer, mettons, au mois de septembre ou au mois de juillet, peut-être qu'il va falloir qu'il soit un tout petit peu prudent au niveau des produits la première, mais je ne suis pas persuadé, si vous voulez. Oui, effectivement. Voilà, ceux qui vont poser leur plaque au mois de juillet vont être dans la même problématique que s'ils avaient posé leur plaque au mois de février dernier. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Oui. Ça va pas. Je ne pense pas qu'il y ait un changement fondamental. Alors, on ne sait pas comment va être la reprise et comment elle va se faire. Est-ce qu'elle va se faire de manière très progressive ou est-ce qu'elle va être très brutale? Ça, je ne sais pas. Mais je suis assez d'accord. Je pense que le business plan parce que sur une année, il va être quasiment similaire à partir du moment Oui, parce que si où vous on voulez, envisage. Oui, sauf à ce que vous ayez fait un business plan en fourchette très très haute. c'est ça. Et Oui. là, je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais Non. si vous voulez, mais dans la mesure où, et c'est notre leitmotiv, un business plan, il est censé être cohérent, prudent. Donc, Mais dans la mesure où il a moi, été ce que rédigé j'aimerais bien, comme ça, ce que j'aimerais bien que vous reteniez de ce webinaire, c'est que au-delà de ces business plans, au-delà de ces stratégies que vous proposez pour la création et que vous proposez au moment où vous créez, moi j'aimerais bien que dans le temps,
vous envisagiez vraiment de continuer à utiliser ce type d'outils pour vous permettre de faire vivre cette entreprise tout au long de sa croissance. Ça, c'est essentiel et c'est fondamental. On enchaîne? Allez. Alors, comment motiver ses collaborateurs? Ben oui, motiver ses collaborateurs, être à leur écoute, être à leur côté en permanence. Quel suivi adopter? Eh bien, moi, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment un suivi quotidien. Un suivi quotidien, appelez chacun de vos collaborateurs tous les jours pour faire un point sur les dossiers, mais pas que. Pour faire un point également sur leur situation personnelle, pour savoir s'ils vivent bien ce confinement, pour savoir s'ils n'ont pas de difficultés techniques, de difficultés juridiques, de difficultés pratiques, et savoir si leur environnement personnel se passe bien. On le sait, le confinement sur un mois, et on le voit déjà au bout d'un mois, il y a des gens qui en ont ras-le-bol de ce confinement, qui n'en peuvent plus. Eh bien, votre rôle de chef d'entreprise, c'est toujours d'anticiper ces situations et de savoir ce qui se passe dans la tête de vos collaborateurs. Tout comme chaque matin, quand vous allez dire bonjour à chacun d'entre eux, eh bien, chaque matin pendant le confinement, vous devez être en mesure de comprendre, de savoir, de sentir s'ils sont en difficulté, s'ils n'en ont pas assez d'être en télétravail, si ça se passe bien, si ce n'est pas trop compliqué. Et je dirais même plus, si vous avez des collaborateurs en chômage technique, eh bien là encore, appelez-les pour savoir comment ils vivent, pour leur faire sentir que vous avez toujours besoin d'eux, que vous êtes là à leur côté. S'il y a des difficultés, que vous êtes toujours là pour les aider. N'oubliez pas que vous êtes c'est une expression à Philippe, le phare que l'on regarde en permanence et que vous êtes là pour être le repère. Et si on part sur les aspects un tantinet psychologiques, il y a un élément que vous devez retenir en votre qualité de chef d'entreprise. Ne vous plaignez jamais. Ne vous plaignez jamais auprès de vos collaborateurs d'une situation existante. Ce n'est pas leur rôle que d'écouter vos jérémiades. Ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour travailler à vos côtés et pour vous permettre à l'entreprise de progresser. Pas pour vous écouter, vous plaindre. Ça, c'est absolument impensable en votre qualité de notaire chef d'entreprise. Alors, je referme cette petite parenthèse. Comment en tirer profit dans le temps? Cette période doit vraiment vous permettre de souder l'équipe, de créer une dynamique avec cette équipe et d'avoir un véritable esprit d'équipe proche d'une équipe sportive dans laquelle vous êtes dans une dynamique d'émulation de manière à permettre à chacun de s'épanouir et de sentir qu'ils sont entourés et de leur donner envie de rester à vos côtés pour les jours, les semaines et les mois à venir. C'est fondamental. Ce n'est pas le réflexe premier, mais c'est important. Oui. OK? Alors, sur la partie process, nous l'avons évoqué en introduction. C'est vrai que c'est une période aussi où on a peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Donc, une période propice à mettre en place des nouveaux process. Alors, des nouveaux process, oui. Et encore une fois, des nouveaux process écrits. J'insiste beaucoup sur cette question parce que n'oubliez pas, lancer des grandes idées d'organisation à la volée, dans un couloir, au coin d'un bureau, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on aille sur du concret et il va falloir que ce concret débouche sur quelque chose qui soit suivi. Pour cela, vous avez plusieurs méthodes. Vous processez l'ensemble des thèmes que vous avez définis au sein de votre étude. Je vais dire quelque chose de très simple. Qui et comment s'occupe-t-on du photocopieur? Qui doit mettre tous les matins du papier dans le photocopieur? Qui appelle le technicien lorsqu'il y a un problème avec le photocopieur? Eh bien ça doit être processé. Parce que sinon, en fait, on va régulièrement tomber sur un copieur qui va être vide, qui ne marche pas. C'est insupportable. C'est insupportable dans une activité d'entreprise. Eh bien, cet exemple, retenez-le et appliquez-le à l'ensemble des éléments qui composent votre entreprise.
Et vous verrez qu'à partir de là, vous allez pouvoir mettre en place des process sur le qui fait quoi au sein de l'entreprise au quotidien pour pouvoir éliminer tout grain de sable qui va empêcher l'entreprise de tourner convenablement. Qui décroche le téléphone, qui fait les formalités, etc. Vous avez l'habitude d'un certain nombre de choses. Mais allez plus au-delà et allez déterminer les process de chacune des tâches que vous avez à réaliser au sein de l'entreprise. Alors, on en a parlé tout à l'heure, Héloïse en parlait dans l'introduction. Quid d'un plan de continuité? Qu'est-ce que c'est qu'un plan de continuité? Eh bien, paradoxalement, cette période de confinement doit nous inciter à le mettre en place. Un plan de continuité, c'est quoi? C'est un plan dans lequel, en cas de crise, quelle que soit la crise, je sais pertinemment quels sont les contacts que je dois avoir, quelles sont les personnes que je dois rencontrer, quelles sont les actions que je dois mener pour essayer d'éliminer la crise. Et la crise, quelle peut-elle être? Alors, j'espère qu'on n'aura pas des crises sanitaires régulièrement, mais comme on disait tout à l'heure, Bill Gates l'avait annoncé il y a 5 ans, que c'était un des risques de notre société moderne. Non, je pense plutôt à des choses très simples, une panne électrique, une inondation dans l'étude, un problème de réseau, un problème d'Internet, coupure d'Internet complète. Eh bien, vous devez avoir écrit et listé les actions que vous devrez mettre en œuvre si un tel scénario prenait naissance. C'est le plan de continuité, c'est ce qu'on appelle un plan de continuité. On a des petits modèles de plan de continuité qui existent et sachez que dans toute entreprise, un plan de continuité est présent de manière à être capable de faire face. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve les numéros de téléphone indispensables, on y trouve les contacts à avoir, on y trouve les adresses mail, on y trouve tous les éléments qui me permettent de faire face à une situation de panique. C'est tout à fait ça le plan de continuité. Je vais avancer un petit peu sur les documents et le suivi. Eh bien, pour vous, très simplement, ce que je vous propose de faire, c'est un reporting quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, vous notez très, très brièvement les actions que vous avez réalisées. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'appliquer également à vos collaborateurs et de leur proposer un reporting hebdomadaire. Alors, quel est l'intérêt d'un tel document et qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, pour vous donner un exemple, moi, dans l'équipe que je manage aujourd'hui, j'ai 11 personnes et dans ces 11 personnes, je les appelle d'une part tous les jours, chacun pour faire le point avec eux, ils sont tous en télétravail, et je leur demande les grandes actions hebdomadaires qu'ils ont réalisées à reporter dans un reporting hebdomadaire dans lequel on va dire quels sont pour vous, ça serait quels sont les dossiers qu'on a traités, quels sont les actes que l'on a terminés, quels contacts clients ils ont eus, qu'est-ce qui a bien fonctionné, quelles difficultés ils ont rencontrées, quels sont leurs besoins particuliers dont ils pourraient exprimer la nécessité pour leur quotidien, pour améliorer leur quotidien. Eh bien, voilà quelque chose que vous pouvez mettre en place très facilement en leur laissant également un petit champ libre sur les observations qu'ils ont envie de faire. Mais ça les obligeait eux aussi à structurer leur quotidien, à structurer leur semaine. Et vous, ça vous permet de voir, ah ben tiens, cette semaine, j'ai une baisse d'activité très forte de Madame Durand. Pourquoi ? Pourquoi il y a une baisse d'activité dans la semaine que vous n'auriez pas identifié si vous n'aviez pas eu ce reporting? Voilà à quoi peut servir ce type d'outil. Héloïse? Alors, on l'a vu. Alors, l'idée, voilà, c'est dans la suite des plans de continuité des process, c'est aussi de se dire que le 11 mai est certes une date où peut-être des changements vont arriver. Par contre, cette période va peut-être influencer considérablement la façon de travailler des entreprises et notamment des études. Bien sûr. Et cette période, comme le dit Héloïse, doit nous permettre également de réfléchir à demain. Demain, comment l'étude va travailler? Est-ce que ce n'est pas un moment exceptionnel de réflexion à avoir pour savoir si finalement
le concept très traditionnel de l'étude que vous avez connu depuis le début de vos études, que vous avez connu au cours de vos stages et que vous connaissez aujourd'hui dans le développement de votre entreprise, eh bien, comment cette période ne doit pas vous faire poser des questions pour savoir si on ne va pas mettre en place des nouvelles manières de travailler. Le télétravail n'est-il pas une solution alternative indispensable, voire nécessaire dans les mois et les années à venir? Est-ce qu'on peut pérenniser? Est-ce qu'on doit pérenniser une telle organisation? Eh bien, c'est des questions sur lesquelles nous aimerions que vous vous penchiez et que vous preniez le temps de la réflexion. Mais j'en parlais tout à l'heure à propos de la digitalisation. Il y a certainement une nouvelle manière de voir les actes, de concevoir les actes, de voir les clients, de recevoir les clients également. Est-ce que la visio n'est pas une nouvelle manière de répondre très rapidement, sans bloquer des horaires de rendez-vous absolument structurés et qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années dans la profession? Est-ce que cette période n'a pas mis sur le devant de la scène une nouvelle manière d'aborder le client? Eh bien, ça aussi, vous devez vous poser la question et vous devez voir de quelle manière la dématérialisation peut vous apporter une amélioration de lien avec vos clients, une amélioration du travail quotidien, de votre quotidien à vous et du quotidien de vos collaborateurs. Et puis, certainement se poser également la question de la relation client. Cette relation client qu'on a conçue comme elle a été conçue il y a, je veux dire, une centaine d'années, eh bien, cette relation client n'est-elle pas en train d'exploser et de changer du tout au tout aujourd'hui, ce concept mis en avant simplement par cette période de confinement? C'est là aussi une question que vous devez vous poser en votre qualité de notaire chef d'entreprise. C'est essentiel, c'est fondamental et ces périodes doivent vous servir à ça. Alors, on peut conclure par la partie communication, ouais. et site internet, notamment, oui. Ça s'adresse en fait à tout le monde, hein. Oui. Tous nos internautes connectés. Comment communiquer? Qu'ai-je le droit de dire ou de ne pas dire pendant cette période et après? Alors, comment communiquer? Moi, je pense que, et on a débattu, Héloïse et Philippe, longtemps de cette question. Nous pensons vraiment que c'est une période incroyable pour mettre à jour votre site Internet et pour y définir, au sein de ce site, une véritable ligne éditoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que je veux communiquer à mes clients et comment je souhaite communiquer à mes clients, tout en respectant bien évidemment la déontologie professionnelle, puisque, nous vous le rappelons, il y a le règlement national qui, dans son article 4, définit les règles de communication auxquelles j'ai droit, mais il y a également un code de déontologie Internet qui existe et que vous pouvez trouver sur le site notaire et dans lequel vous allez avoir et constater ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire avec votre site Internet. Donc, profitez de cette période pour le mettre à jour, ce site, pour peut-être le développer, pour peut-être le mettre en œuvre, pour les futurs créateurs, pour identifier ce que vous avez envie d'y mettre et puis surtout pour vous différencier. Rien ne sert d'avoir un site Internet qui est exactement le même que celui de mon confrère. Ça ne sert strictement à rien. Quelle valeur ajoutée je vais pouvoir proposer à mes clients grâce à cet outil formidable qui est le site Internet, qui est la vitrine digitale de mon étude. Alors, nous avons une question. Je suis prêt à m'installer. Puis-je faire une parution dans les journaux pendant cette période de confinement? Je suis prêt à m'installer. Là, je vous renvoie au règlement national qui précise très clairement que dans les 6 mois de la… que je ne dise pas de bêtises, c'est de la prestation de serment, Philippe? Oui, il faut. C'est de la prestation de serment. Dans tous les cas, il faut effectivement avoir ouvert. Je ne sais même pas si j'utilise pas le terme d'ouverture. Non, je crois que c'est prestation de serment, oui. Je crois que c'est prestation de serment, mais regardez dans le règlement et vous avez droit, c'est dans l'article 4, vous avez droit à 3 insertions
3 insertions dans une période de 6 mois dans un journal d'annonce légale. Là-dessus, encore une fois, n'hésitez pas à reprendre les textes que vous avez l'habitude de maîtriser pour aller regarder quels sont ce à quoi vous avez le droit de… attendez, je suis en train d'ouvrir en même temps que je vous parle. Ouais, et là, pour le coup, si je peux me mettre, la période de confinement ne suspend rien, si vous voulez. Hein. Vous êtes dans les… Voilà. Alors, je me permets de rebondir parce qu'il y a une question qui est très intéressante. Comment se différencier étant donné que nous sommes obligés de passer par Prism pour établir notre site internet et que celui-ci est très cadré? Alors, il n'y a aucune obligation. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. C'est une question très intéressante, effectivement. Il n'y a absolument aucune obligation. Ceux qui prétendent que vous êtes obligé de passer par Prism vous mentent, tout simplement. Vous avez une liberté totale de choix de votre prestataire pour définir la stratégie de votre site Internet et pour constituer votre site Internet. Donc, vous n'avez absolument pas… N'hésitez pas à aller voir d'autres prestataires pour aussi avoir des visuels et des rendus différents, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une majorité de notaires sont passés par Prism et qu'on aille sur le site d'un notaire ou d'un autre, c'est difficile justement de se différencier. Donc, n'hésitez pas même à avoir plusieurs devis pour voir ce que les prestataires peuvent vous proposer, et Fiducial notamment propose cette prestation. N'hésitez pas à demander des devis, à demander quel suivi est organisé pour pouvoir vous différencier au mieux. Je reviens sur la question précédente. Donc, c'est l'article 4.4.3 du règlement national. En cas de création d'office, 3 avis peuvent être publiés dans un délai maximum de 6 mois à compter du jour de la prestation de serment. C'est bien le jour de la prestation de serment qui est le jour de référence. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, profitez bien sûr de cette possibilité qui vous est ouverte et qui vous est offerte, pardon, et n'hésitez pas à faire appel dans un journal pertinent. Hein. Si vous êtes au fin fond de la Haute-Loire, et je n'ai rien contre la Haute-Loire puisque j'en suis originaire, mais ne faites pas une publication dans le journal Le Monde, parce que personne ne lira. Il vaut mieux aller publier ça dans l'Éveil, par exemple, l'Éveil de la Haute-Loire, qui sera beaucoup plus lu en local et qui sera beaucoup plus pertinent. Alors, ce que je vous propose, comme il est déjà 12h06, c'est de passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser là toutes vos questions. Nous donnons jusqu'à 12h15 pour pouvoir y répondre. Alors, une question qui nous vient, pour la comparution à distance, les choses vont-elles être mises en place rapidement après la crise sanitaire? A priori, DocuSign s'est vu retirer son habilitation. DocuSign, non, s'est pas fait retirer son habilitation. Il y a eu… DocuSign, en fait, a rencontré un problème, à savoir qu'ils ont fermé leur plateforme France. Ce qui fait que quand vous demandiez à un face-à-face à DocuSign pour certifier que l'on avait bien Monsieur Dupont qui était en face du certificateur qualifié, eh bien, vous tombiez sur une hotline qui était en Allemagne. Donc, avec des personnes qui parlaient soit anglais, soit allemand, mais qui très rarement parlaient français. Donc, un espèce d'imbroglio s'est mis en œuvre et du coup, c'est devenu très compliqué. Donc, le CSN a fait une communication là-dessus, mais je ne crois pas qu'ils aient retiré l'habilitation, puisque de toute façon, ce n'est pas le CSN qui donne l'habilitation. Ils ont une habilitation EIDAS, en fait. Donc, à voir. Maintenant, sur la comparution à distance, c'est vrai ça a un peu cafouillé là au départ et il va falloir suivre ça de très près de manière à être bien en phase avec les exigences. Ce qui a été précisé également, c'est l'aspect je connais le client depuis 10 ans et est-ce que je l'ai reçu plusieurs fois, etc. C'est ces aspects-là. Suivez bien les circulaires et les communications. Oui.
Alors, beaucoup de questions nous arrivent. Alors, notamment sur cette question des 6 mois à compter de la prestation de serment. Vu que l'ouverture pour un certain nombre de nos internautes va être décalée, est-ce Oui. que c'est possible de demander le décalage de la publication à la Chambre et que ce délai de 6 mois soit prolongé en raison du confinement? Pardon, redis-moi la question. En Redites-moi la fait, question. c'est des gens qui ont ouvert, par exemple, sur février ou mars, Oui, et avant le confinement, et qui souhaitaient communiquer, mais ils se disent peut-être que là, c'est pas forcément la période oui. idéale. Est-ce que Oui. le délai de 6 mois va être peut-être prolongé en fonction des circonstances ou non? Bah, pour l'instant, cette question n'a pas été évoquée. On a deux façons de voir la question. Soit on se dit que finalement, pendant cette période de confinement, bah, les gens vont regarder beaucoup plus la presse et Oui, voir donc beaucoup. ça vaut le coup de communiquer, oui. Et oui, Oui, il y a les deux approches. Ouais. et du coup, il est très pertinent de communiquer pendant une période pendant laquelle ben, les clients potentiels ont une vision plus calme et plus tranquille. Soit on dit, ben, j'attends que la période soit un peu comment soit un peu passée et je communique derrière. Moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est d'interroger la chambre et de leur dire, voilà, j'envisage de communiquer, mais je souhaitais communiquer un peu après et du coup, je risque de chevaucher au-delà des délais de 6 mois. Êtes-vous d'accord avec ça? Et vous posez la question. Il faudrait reprendre l'ordonnance de mars, là, Oui, je ne suis pas sûr que l'ordonnance prévoit ce type de. On est non, sur un règlement interprofessionnel. oui. Je ne suis pas sûr. Moi, Enfin, je serais plutôt d'avis de me tourner vers la chambre et de poser la oui, question. dans tous les cas, oui, l'interlocuteur Parce privilégié que sera effectivement. vous savez bien en plus que les chambres sont, suivant les compagnies, hein, mais les chambres sont très vigilantes Bien sur la sûr. manière dont les créateurs communiquent, sur la manière dont les créateurs vont vers leurs clients, sur la manière dont les créateurs font ou pas de la publicité personnelle. Donc, moi, je poserai la question Oui, oui, carrément à et la même, chambre. pour le coup, même elle appréciera que vous vous interrogez sur cette question, quoi, parce Oui, que oui, tout à elle fait. verra que vous ne voulez pas faire n'importe quoi et elle appréciera. Oui. Alors, une nouvelle question. J'ai ouvert le 10 mars avec début d'activité déclaré à ma prestation le 28 janvier, mais je n'ai droit à aucune aide du Fonds de solidarité. Mais malgré tout, j'ai des dépenses et je pioche dans ma trésorerie. Pensez-vous que cela évolue? On attend tous les jours, il y a des évolutions sur sur ce fameux fonds de solidarité parce qu'on a toujours écho de gens qui ne sont pas éligibles et on trouve pas ça normal. Aujourd'hui, enfin, tel que l'internaute décrit sa situation, il ne serait pas éligible euh, car il a ouvert en janvier, c'est ça? Il a ouvert Euh, en mars, mais il a prêté serment fin Eh janvier. oui, ouais, ouais, c'est le fait. En fait, ce qui compte effectivement, le fait d'avoir prêté serment, voilà, il n'y a pas d'activité, c'est l'ouverture. Donc, il a ouvert après le 29 février. Donc, on ne rentre pas, je dirais, on rentre pas dans la grille. Donc, oui, 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 ça peut évoluer, hein, mais si vous voulez, l'objectif, si vous voulez, c'est aider, en guillemets, ceux qui sont en activité et qui ont un trou d'air. Là, en ayant, je caricature volontairement, hein, là, vous avez démarré au mois de mars, on peut penser que vous avez sollicité un prêt fonds de roulement, j'espère, maximum, hein, si ce n'est pas 150, c'est au moins, hypothèse, 100 000. On peut penser aussi que vous n'avez pas encore tout utiliser ces 100 000 euros, hein, ou alors effectivement ça a mal été calibré. Donc, je poursuis mon raisonnement, hein, on peut penser qu'il vous reste encore un peu de trésorerie pour faire quelques prélèvements. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. Tous ceux qui ont créé leur entreprise euh, dans les quelques jours qui précédaient le début du confinement sont censés s'être armés en matière de trésorerie pour faire face aux premiers mois. Hein. Alors c'est vrai que ce n'est pas les premiers mois tels qu'on les attendait, mais pour répondre plus directement sur les 1500 euros, aujourd'hui, effectivement, je n'ai pas la réponse sur les évolutions des personnes qui sont hors grille. C'est ça. Ok. Et alors, juste pour reboucler la boucle On est en train de te avec perdre, Héloïse. DocuSign, en disant que DocuSign venait de fermer ses services. Voilà.
et que Genapi avait annoncé la suspension avec son partenaire DocuSign. Voilà. D'accord. De toute façon, le problème avec cette comparution à distance, c'est que le seul interlocuteur possible et agréé aujourd'hui, c'était DocuSign. Si DocuSign ferme ses services, ça veut dire que la comparution à distance, elle est suspendue. Elle est bornée. Ouais, elle est bornée, oui, oui, c'est terrible. Effectivement. Alors, il est 12h15, on a déjà un peu dépassé, donc je vous propose de conclure et puis nous n'avons plus de questions. Si toutefois vous n'aviez pas eu le temps de poser votre question et que vous souhaitiez avoir une réponse de la part de Nicolas et Philippe, vous avez une adresse mail qui s'affiche sur votre écran, contact.notaire@fiducial.fr. N'hésitez pas à nous contacter et puis n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre expert comptable fiducial ou de votre expert comptable autre pour des questions très pratico-pratiques. Tous nos webinaires sont disponibles, comme nous vous le disions, tout au long de ce rendez-vous sur la chaîne YouTube de Fiducial. Vous pouvez taper notaire et vous avez par mots-clés les webinaires notaires qui ressortent. Et vous avez également sur notre site, avec le lien qui s'affiche sur votre écran, tous les webinaires que nous avons faits depuis plusieurs mois maintenant. Nous vous remercions pour votre écoute, pour votre présence et pour toutes les questions que vous avez pu nous poser durant ce webinaire. Je remercie également Philippe et Nicolas pour leurs interventions toujours très pertinentes. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un prochain webinaire et en attendant, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à nous contacter. Merci encore à tous et très bonne journée à vous et bon courage à tous. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.